Sans désemparé, je passe la parole à Madame Catherine Delforge, donc professeure à l'Université de Louvain, Saint-Louis. Saint-Louis. Voilà, le site de Saint-Louis. Mais tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et merci pour la confiance qui m'a été accordée en me demandant de prendre la parole aujourd'hui. Alors, je suis particulièrement honorée parce que, effectivement, Jacques Commaille a été mon professeur de sociologie et certainement a contribué à cette ouverture naturelle, qui est devenue plus naturelle, en tout cas, peut-être pour une future juriste à l'époque, vers les autres sciences. Et François Host également. Donc, voilà, je suis particulièrement heureuse et honorée d'être là avec vous. Alors, je vais commencer par un cadrage. On n'a pas eu le temps de parler des biais de cadrage, mais donc je voudrais quand même d'emblée fixer le point de vue, en tout cas la posture que j'ai en arrivant devant vous, posture d'inconfort relatif, mais d'inconfort. Je chercherai, vous le verrez, mes zones de confort, mais donc je ne me sens pas théoricienne du droit et pas suffisamment au fait de toutes les avancées dans les autres sciences humaines et sociales, mais néanmoins, je suis une juriste de droit privé positif et fondamentalement convaincu de la nécessité de davantage de transversalité entre les disciplines juridiques et entre les différentes disciplines des sciences sociales, mais aussi de l'importance d'une forme de réalisme et de davantage de prise en compte de la réalité vécue par les acteurs dans les réflexions que l'on peut avoir sur le droit. Alors, quand je parle de zone de confort, je vais me centrer peut-être à partir de l'exposé d'Annelise Sibony, davantage sur ce que je connais, un petit peu quand même, c'est la protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, la prise de décision sur le marché et les éléments qui peuvent influencer ces prises de décision. Alors, deux points d'arrêt. Tout d'abord, le prolongement de ce que je viens de dire, ce qui me semble être une nécessité aujourd'hui et puis uniquement un intérêt académique et de réflexion, la nécessité d'une ouverture sur l'interdisciplinarité, sur les autres disciplines qui se côtoient dans la réalité vécue et une ouverture aux études empiriques. Je ferai ensuite un focus sur le droit de la consommation en m'arrêtant sur précisément ces décisions des consommateurs et l'approche qu'en a le droit de la consommation. Alors, la nécessité d'une ouverture, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Il y a toute une série d'impératifs, et Jacques Commaille l'a souligné, la réalité du monde dans lequel on vit, la complexité et les mutations rapides auxquelles on est confronté font qu'aujourd'hui, ce sont des impératifs pour le droit de se tourner vers les autres sciences, vers ce que l'on peut nous apporter, et en particulier vers les études empiriques. Ça nous permet de comprendre en réalité l'objet de l'intervention, en particulier de l'intervention législative et pour le droit de la consommation, de comprendre quel est le comportement des acteurs sur le marché, comprendre le comportement des consommateurs, bien entendu, mais aussi comprendre le comportement des acteurs économiques, privés, publics, et les stratégies qui sont mises en place, le cas échéant, et qui vont moduler ces comportements. Alors, ça nous permet en fait aussi, et principalement, de se poser la question de la nécessité de l'intervention législative. Est-ce que c'est la forme de normativité qui paraît rencontrer les objectifs que l'on se fixe? Ça permet, d'un point de vue plus théorique aussi, et c'est fondamental, de questionner nos modèles de pensée. Et là, les sciences comportementales, les autres sciences, ouvrent des perspectives qui sont effectivement très intéressantes. Alors, par ailleurs, si une intervention législative est nécessaire, cela permet aussi et surtout, et c'est fondamental, d'avoir une intervention qui est pertinente, percutante et qui, effectivement, part des valeurs que l'on veut protéger, des objectifs que l'on se fixe et d'ajuster la norme juridique à ce que l'on veut atteindre. Alors, un élément aussi qui est important, il me semble, et qui est peut-être un peu sous-estimé aujourd'hui, c'est l'évaluation de l'impact des législations. Alors, on a parlé d'efficacité, mais effectivement, c'est un élément qui est important. On adopte toute une série de législations dans des contextes d'inflation législative. Il faut se poser la question de savoir si ces législations sont ajustées et restent ajustées aux objectifs que l'on s'est fixés. Alors, pour moi, ce sont des conditions de légitimité de
l'intervention du législateur, de crédibilité aussi des cadres juridiques. Et la crédibilité des cadres juridiques permet, à mon sens aussi, de développer d'autres normativités, mais c'est le cadre qui est fondamental et qui permet les normativités plus propres aux acteurs. Et dans le champ du droit de la consommation, c'est une condition aussi de l'effectivité des protections que l'on prétend accorder. Alors, focus sur le droit de la consommation. Notre droit de la consommation et plus largement le droit privé, en fait, sont construits notamment sur l'image, en tout cas au départ, de co-contractants qui sont sur un pied d'égalité. Et le droit de la consommation au départ, surtout, et ici je suis plus dans l'approche du droit belge, l'approche du droit de la consommation s'est construite à partir de la protection des co-contractants faibles et la volonté de corriger les déséquilibres. C'est au cœur du droit de la consommation. On constate aussi ces dernières années qu'en réalité, c'est plus largement un mouvement que l'on retrouve dans l'ensemble du droit privé. De plus en plus de protections consuméristes sont aujourd'hui appliquées dans les relations entre acteurs économiques. Et à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant et qui prend appui aussi sur la confrontation que l'on peut avoir à la réalité qui est vécue par les acteurs. On a aujourd'hui des régimes de protection contre les clauses abusives dans les relations entre entreprises, des protections aussi en termes de pratiques commerciales entre entreprises et qui s'inspirent, enfin en tout cas qui sont assez proches et quelquefois formulés à l'identique par rapport aux protections des consommateurs. Alors, deuxième élément qui est évidemment important en Belgique pour notre droit de la consommation, c'est que notre droit de la consommation est surtout un droit européen. C'est surtout de la transposition de directives européennes, même si le législateur belge a adopté en parallèle des législations particulières propres aux intérêts qu'il avait identifiés. Mais c'est surtout du droit européen. Et le droit de la consommation européen, c'est un droit qui protège les consommateurs. Il y a des protections qui sont importante dans le droit européen, mais le droit de la consommation s'est développé parallèlement et peut-être de façon secondaire même à l'impératif de construction d'un marché unique. Il fallait construire un marché unique et la protection des consommateurs, parce que les agents font des échanges entre les États de l'Union européenne, créer un marché unique impliquait que l'on tienne compte des protections consuméristes. Alors, ici, je vous ai mis un extrait d'une page Internet qu'on trouve aujourd'hui sur la politique des consommateurs et qui confirme quand même aussi cette approche qui peut paraître particulière au départ. Une politique efficace de protection des consommateurs garantit le bon fonctionnement du marché unique. Les règles en matière de protection des consommateurs peuvent améliorer les résultats du marché de manière globale. Donc on pense quand même la protection des consommateurs dans ce cadre du marché unique. Alors un élément pratique qui me semble aussi très fortement le souligner, ce sont les niveaux d'harmonisation des législations en matière de protection des consommateurs. Au départ, dans un premier temps, au moment de l'établissement du marché unique, eh bien, on avait des directives qui étaient dites d'harmonisation minimale, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était créer ce marché unique et donc il fallait qu'il y ait un minimum de protection qui soit établi sur le territoire des différents États membres. C'était un objectif qui était poursuivi et on laissait la liberté aux États membres de continuer à accorder des protections au-delà du niveau européen jugé comme étant minimal. Ce qui permettait une concurrence entre les législations nationales et donc une élévation progressive de ce seuil de protection des consommateurs. Aujourd'hui, et depuis déjà de nombreuses années, on est passé dans des niveaux d'harmonisation maximale, c'est-à-dire qu'on fixe le seuil de protection et on interdit d'aller au-delà. Pour des raisons de protection du marché unique, il faut éviter les disparités entre les législations qui sont des obstacles au développement du marché. Alors, je vous le disais, en droit de la consommation, en droit privé, il y a cette idée qu'il faut rééquilibrer les échanges et on part à cet égard des vulnérabilités des consommateurs. Alors, vulnérabilité des consommateurs, les consommateurs sont vulnérables parce qu'ils sont dans une situation d'infériorité par rapport aux professionnels. C'est toujours par rapport aux professionnels qu'on pense le consommateur. Le consommateur n'existe pas sans le professionnel. Et au départ, les vulnérabilités sont posées
présupposés, tels des présupposés théoriques qui ne sont pas vérifiés dans la pratique. Et là, les sciences comportementales nous ont apporté et nous apportent encore des éclairages. Alors, il y a évidemment une vulnérabilité économique qui tient à la situation du consommateur individuel par rapport aux acteurs économiques. Le consommateur est dans une situation de demande, il a une moindre capacité financière, il n'a pas de capacité de négociation avec l'agent économique, avec l'entreprise, et donc on va assurer une protection contre les abus de position. C'est notamment l'objectif du régime de lutte contre les clauses abusives. On va aussi constater une disparité dans l'information, et au départ, c'est uniquement le déficit d'information qui est identifié, l'opacité du marché pour les consommateurs. Le consommateur n'a pas les compétences, il n'a pas les capacités financières pour avoir accès à l'information, et donc on va l'informer, et par ailleurs on va lutter contre les pratiques qui pourraient le tromper. Et puis troisième angle, plus récent, et qui évidemment est un angle qui est important et qui se développe notamment avec le développement de l'intelligence artificielle et les fragilités accentuées qui peuvent intervenir à cet égard, eu égard aussi aux stratégies que peuvent mettre en œuvre les entreprises parce qu'elles-mêmes ont connaissance des résultats des sciences comportementales, la vulnérabilité psychologique. Alors, dans un premier temps, on parle surtout d'incrédulité, ce qui se rencontre aussi, ce qui est rencontré par l'information. On parle d'impulsivité, les achats sont compulsifs et donc on crée un droit de réflexion, enfin un délai de réflexion, un droit de se retirer de son engagement. On va aussi lutter contre certaines pratiques qui sont agressives. Tous ces éléments-là devant contribuer à rehausser la situation du consommateur pour le mettre sur le pied, non pas un pied d'égalité, mais en tout cas corriger les déséquilibres dans le but que le consommateur puisse en tout cas, et c'est ce qui ressort beaucoup des textes, décider en connaissance de cause librement sur le marché. Alors le principal outil à travers ces différentes vulnérabilités, ça reste l'information, c'est l'information, cette idée que par l'information, il y a plus de liberté et plus d'égalité. Alors, les sciences comportementales ont effectivement ici eu des apports considérables. Ce n'est pas le cas uniquement en droit de la consommation. Il y a évidemment d'autres secteurs du droit privé qui ont été influencés positivement, il me semble. Mais sur le plan du droit de la consommation, c'est effectivement la possibilité de consolider la critique qui est adressée au modèle économique dominant qui influençait lui-même la posture du droit. Le comportement humain n'est ni homogène, ni prévisible. Les processus décisionnels individuels sont complexes. On n'est pas face à des agents rationnels, pleinement libres et qui ont pour seul objectif, finalité, de maximiser leur profit. Alors, effectivement, la reconnaissance de certains biais permet d'améliorer les connaissances et donc d'adopter des mesures qui sont plus adéquates. La sociologie nous montre aussi toute l'importance des facteurs sociaux sur les prises de décision. Je pense que les sciences comportementales ont aussi contribué à influencer les comportements des consommateurs dans des perspectives d'intérêt général, et notamment, on le voit au niveau de l'information, la façon de modifier la présentation des informations qui sont communiquées aux consommateurs amène et doit davantage inciter les consommateurs à en fait adopter des comportements qui rencontrent les finalités d'intérêt général. Je vous cite ici une directive qui est tout à fait récente et qui montre bien. Alors le discours est quand même particulier quand on s'y arrête, c'est-à-dire que l'information doit informer le consommateur pour qu'il décide librement. Mais qu'il décide quoi? Mais qu'il décide librement d'adopter le comportement qu'on voudrait qu'il adopte. Hein, donc c'est une liberté qui est quand même... mais c'est ça le message, et dans les considérants de cette directive, c'est ce qu'on retrouve. Mais donc, en tout cas, il est certain qu'il y a nombre de politiques publiques qui ont été améliorées grâce aux sciences comportementales et à l'économie comportementale en particulier. Alors ici, j'ai repris... quelques éléments, quelques questions qui restent toujours pertinentes. Elles sont pertinentes en fait à chaque fois que l'on pense à partir d'un modèle type.
Tout d'abord, est-ce qu'on peut appréhender la complexité des processus humains de décision? Les choix que l'on adopte sont liés à tellement d'éléments, de facteurs, notre appartenance culturelle, les normes sociales que l'on a intégrées, notre histoire personnelle, l'influence aussi des sollicitations externes, en particulier des opérateurs économiques, et puis notre résistance plus ou moins grande à chacun à ces sollicitations externe. Le consommateur, finalement, existe-t-il puisque tout doit être relativisé et alors, plus fondamentalement, ce qu'on trouve aussi, c'est quelques critiques ou quelques interrogations quant à la fiabilité des études qui sont réalisées d'un point de vue empirique dans des contextes nécessairement contrôlés. C'est une réalité, des hypothèses qui sont construites par des experts qui eux-mêmes ont leur propre biais ou leur propre présupposés. Le fait que des enquêtes soient menées de façon localisée à un endroit de la planète et pas un autre, ça a aussi une influence. Les thématiques ciblées, on cible une question en particulier alors que la réalité est souvent un contexte beaucoup plus complexe. Et donc, évidemment, cela pose des questions dans nos capacités à prédire, à établir des modèles généraux. Alors, du point de vue du droit de la consommation, pour y revenir, je vous l'ai dit, le principal outil a été la communication d'informations. Et dans un premier temps, la communication d'informations, c'était tout simplement d'imposer aux professionnels de communiquer toute une série d'informations. Et Dieu sait combien il y a d'informations à communiquer aux consommateurs. En tout cas, les sciences comportementales, les autres sciences, nous invitent à revoir l'équation selon laquelle l'obligation d'information et l'information permet plus de liberté et permet un meilleur choix et permet aussi plus d'égalité. À tout le moins, on peut relativiser l'impact de l'information telle qu'elle a été conçue classiquement. Comme l'a dit Andy Sibony, les humains ne décident pas uniquement sur la base d'informations. En effet, encore faut-il accéder à l'information, comprendre l'information et pouvoir la mobiliser utilement. On postule que tous les individus sont capables individuellement de choisir et de vouloir choisir à partir des informations qu'on leur communique. On sait aussi quels sont les effets négatifs de l'excès d'informations. Quand il y a trop d'informations, on ne les lit pas. Et puis, connaître ses droits, être informé de ses droits, ça ne veut pas encore dire qu'on peut effectivement les mettre en œuvre. Alors, on peut se poser la question d'alternatives, comme l'incitation plus soft à adopter des comportements. Alors, je pense que le temps commence à manquer, mais donc, effectivement, ces incitations différentes ne sont pas le propre des acteurs économiques. Et quand on parle d'incitation soft, moi, je songe toujours au Covid et aux campagnes d'incitation à la vaccination qui ont quand même utilisé des discours particuliers pour inciter les consommateurs à se faire vacciner. Et donc finalement, qui décide ce qui est le meilleur comportement à adopter? Ça pose aussi des questions. Alors, je voulais quand même souligner, en terminant doucement, qu'il y a d'autres outils qui sont évidemment, qui existent déjà et qui méritent d'être visibilisés, soutenus et développés, si l'on veut effectivement que chacun, ou en tout cas la plupart des consommateurs puissent accéder à plus de liberté et à des choix en tout cas plus réfléchis. Eh bien évidemment, il y a l'information, mais l'information, surtout la sensibilisation, et dès le plus jeune âge, la sensibilisation aux enjeux auxquels on est confronté et en tout cas aux principales protections qui peuvent exister. L'Union européenne a mis en place des programmes éducatifs, c'est évidemment important. L'importance aussi que les consommateurs confrontés à des difficultés sur le marché puissent accéder à une information qui leur est utile et qui centralise l'ensemble des informations. Il y a également des réseaux qui existent comme les centres européens pour les consommateurs. Les voies d'accès effectives à la justice, alors les voies alternatives, il y a notamment, la Commission l'avait mise en place, une plateforme qui permet à tous les consommateurs européens d'aller introduire leurs plaintes contre d'autres acteurs situés sur le territoire européen. Il me semble avoir vu passer l'information que cette plateforme va être supprimée.
contrôlée, mais pour moi, elle était vraiment un outil très bénéfique de protection des consommateurs, malheureusement trop peu visibilisé. Alors il y a évidemment l'importance du collectif et de l'intérêt de tous les consommateurs dans le cas des actions en justice, les actions en cessation et ce qu'on appelle aujourd'hui les actions représentatives, c'est-à-dire la possibilité, moyennant des entités qualifiées, de pouvoir aller porter l'intérêt général des consommateurs devant les juridictions. L'importance dans le cadre des procédures du rôle actif du juge, et là aussi la Cour de justice européenne a développé un principe d'effectivité qui doit amener les juges à soulever d'office l'application des protections consuméristes et permettre un débat contradictoire pour que ces protections soient plus effectives. C'est évidemment un outil très important. Et alors peut-être des questions de peut-être moins se tourner vers les vulnérabilités, mais s'attacher surtout aujourd'hui dans le monde où l'on est et où on a l'impression que certaines évolutions nous échappent, agir à davantage contrer les comportements des moins vulnérables sur le marché des plus forts, et notamment par des sanctions, avec la difficulté évidemment que sanctionner suppose aussi de pouvoir contrôler. Alors, je ne résiste quand même pas, je termine, je termine tout à fait simplement avec 2-3 mots, simplement aussi pour souligner, on parle de protection des consommateurs, de liberté des consommateurs. Ce qu'il faut constater, c'est que le droit belge est particulièrement opaque en matière de protection des consommateurs, inflation législative, accumulation de couches qui viennent aussi du fait que les réglementations sont des réglementations européennes qu'on incorpore dans le droit belge de façon disparate, ce qui entraîne des difficultés à faire système cohérent, difficultés aussi d'accès, en ce compris pour les justices, pour les juristes, pardon, à la réalité des protections consuméristes, et puis évidemment aussi la réflexion sur la capacité que l'on a à anticiper le futur à travers des législations. On arrive souvent à retardement et donc peut-être davantage penser des principes généraux avec des pouvoirs plus étendus des juges. Voilà, je termine. Merci pour votre attention. Merci.